Bon, d'abord, c'est assez difficile de prendre la parole après qu'une matinée d'échange a eu lieu et à laquelle je n'ai assisté que très partiellement. Et donc je ne prétends pas du tout faire une synthèse des échanges, non plus d'ailleurs que répondre à l'ensemble des questions qui auraient été posées, mais je sais que Jean-Michel Blanquer et Nicolas Hulot ont eu l'occasion de donner un certain nombre d'éléments de réponse. Moi, je voudrais vous parler des associations en commençant par une remarque. Il se trouve que j'aime bien la lecture, il se trouve que j'aime bien la littérature, et il y a une chose qu'on ne lit jamais assez, jamais, c'est le journal officiel des associations. On y trouve des choses absolument passionnantes. Et je voudrais les évoquer comme ça, en pointillé avec vous ce matin. J'ai regardé la dernière livraison de novembre. On est le 8. Autant dire qu'elle n'est pas totalement fournie puisqu'on est au début du mois. Dans le département de l'Ain, 4L chrono, objet réaliser des raids humanitaires en 4L. Pourquoi pas. En Ardèche, sur les traces de Saint-Exupéry, objet fournir du matériel scolaire, ainsi qu'offrir des baptêmes en avion léger à des enfants démunis du Maroc et du Sénégal, en promouvant et sauvegardant le patrimoine des lignes de l'aéropostale qui relie Toulouse à Dakar. Déclaration de la préfecture du Calvados. Je suis sûr que celle-là va bien plaire aussi à Nicolas. Abeille noire de Normandie. Fédérer les différents groupes de défense de l'abeille noire de Normandie. Déclaration à la sous-préfecture d'Alès. Cheval. Cheval, acronyme pour Centre d'hébergement pour équidés vétérans, Antenne Languedoc. Objet, porter secours aux équidés en détresse et sauver le plus grand nombre de vieux chevaux d'une mort certaine lorsqu'ils n'ont plus en état de service. Haute-Garonne. Tout ça, c'est de la semaine dernière. 9 mois tout rond. Objet, améliorer les conditions d'accueil, de prise en charge et d'hospitalisation de la femme enceinte et de sa famille au sein de la maternité Paul de Viguier, CHU de Toulouse. Chaque jour, près de 200 associations sont créées. Et l'exemple, un peu à la Prévert, que je viens d'évoquer, montre une diversité de lieux, d'objets, de vocations, et probablement d'ailleurs de fonctionnement, tout à fait impressionnante. Plus de 70 000 associations par an. Vous avez dit, monsieur, et vous avez 1000 fois raison, je vous rejoins en cela, que la loi de 1901, relative au contrat d'association, était une loi de liberté. Évidemment. C'est même, je le dis avec le petit sens de la provocation qui est souvent le mien, une des grandes lois libérales de notre pays. J'assume le mot. Parce que je trouve qu'il a sa place dans ce débat. C'est une loi de liberté. Et c'est une loi de liberté d'une puissance, d'une inventivité absolument exceptionnelle. Et la preuve en est que 116 ans après, jamais ceux qui l'ont porté, Valdec-Rousseau, à mon avis, il n'imaginait pas que 116 ans après, on aurait 70 000 associations créées par... Peut-être d'ailleurs l'imaginait-il s'il était visionnaire, il l'était sans doute un peu d'ailleurs, pour un républicain modéré. Mais... Non mais un républicain au sens de l'époque. Hein. Pardon, je ne devrais pas dire ça. Il était évidemment visionnaire, Valdec-Rousseau. Et donc 116 ans après, on a une forme, l'association, qui permet la concrétisation d'une envie, d'une idée, d'un projet, d'un combat. Tout ça peut prendre des formes extrêmement variées. C'est toujours une action collective, et c'est intéressant. Il y a parfois des associations dont on dit qu'elles reposent sur quelqu'un. Ça arrive, souvent. Vous dites, c'est lui le pilier de l'association. Ouais, mais il n'y a jamais un pilier tout seul. Hein. Une association, c'est toujours quelques-uns. C'est toujours collectif. C'est donc une forme de solidarité. C'est un enracinement dans un territoire, dans une culture, dans une histoire, dans un héritage. Bon, bref. Le truc le plus frappant, la chose la plus frappante, c'est que les associations, le droit d'association, il illustre la diversité de la vie et il est fondamentalement porté par l'idée d'engagement et par l'idée de liberté. Et j'y suis, pour ces deux raisons-là, profondément engagé. Je vais vous dire une autre chose, parce que le droit d'association repose sur les deux idées, sur les trois idées de liberté, d'engagement et d'action collective,
c'est un droit profondément politique. Et ceux qui, comme moi je l'ai fait, s'engagent dans l'action politique sont des cousins. Pas des frères ennemis, hein, des cousins. Parce qu'ils croient, comme je le crois profondément, à la liberté, à l'engagement et à l'action collective. Ce sont les mêmes fondements. Les mêmes fondements. Aujourd'hui, il y a 1 300 000 associations. Enfin, me dit-on. D'abord, je me méfie des chiffres, par nature, même ceux qui ne viennent pas de Bercy. Et ensuite, je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment les compter, pour être franc. Parce que dans ce 1,3 million, il y en a probablement des un peu fatigués, qui ne fonctionnent plus vraiment. Puis il y en a d'autres. Et puis il y en a qui existent alors même qu'elles ne sont pas déclarées. Parce qu'on peut évidemment être une association sans être déclarée. Enfin, 1,3 million d'associations. 13 millions de bénévoles. Là aussi, je ne suis pas sûr qu'on sache bien les compter. Mais enfin, ça donne un ordre de grandeur, 13 millions de bénévoles. On est probablement mieux à même, de compter les salariés. 1,8 million de salariés. Ce qui est énorme. Ce qui est évidemment un chiffre considérable et un impact social et économique considérable. Ces chiffres et les fondements que je viens de décrire, ils expliquent que les associations sont partout chez elles en France. Je n'ai pour l'instant, mais je ne les ai pas toutes faites, jamais connu de commune en France qui soit dépourvue d'une association ou d'une structure associative. Peut-être ça existe, mais je ne l'ai jamais vu. Et je ne crois pas que ça existe. Partout et dans tous les domaines, on trouve des structures associatives. Et quand on regarde l'histoire du pays, on peut identifier très facilement un certain nombre d'associations qui ont marqué le paysage, l'histoire, l'action publique, la société telle qu'elle est organisée, ou telle qu'elle va. Je prends un risque en citant quelques-unes, notamment de ne pas citer toutes les autres. On pense à ATD Quart Monde sur les questions de grande pauvreté, on pense à la Fondation Abbé Pierre sur le logement, on pense au Téléthon sur les premières cartes du génome humain et sur la solidarité et le financement en la matière, on pense à Aide et à ACT UP sur le sida, on pense à SOS Racisme sur les luttes contre les discriminations, on pense évidemment au Restaurant du Cœur, on pense aux associations des victimes du terrorisme, de toute taille. Celles-là sont visibles, elles sont presque, et ne le prenez pas comme une critique, prenez-le comme une forme de reconnaissance, elles sont presque institutionnelles. Il y en a d'autres, beaucoup moins connues, mais tout aussi importantes. Et donc, au fond, l'occasion de notre rencontre aujourd'hui, pendant cette semaine que le gouvernement en tout entier a voulu consacrer aux associations, et que le gouvernement tout entier a consacré aux associations, parce que tout le gouvernement est allé à la rencontre d'associations. L'idée, c'est de vous dire à quel point l'État, et je parle de la structure État, de la permanence de l'État, pas d'un gouvernement, le nôtre, ou des précédents, l'État a, je crois, conscience de l'importance de votre rôle et de vos spécificités. Alors, vous l'avez dit, les associations doivent faire face à des mutations en matière de modèle économique, en matière de gouvernance, en matière de façon de s'engager, parce que la société se transforme, les individus se transforment, et on s'engage peut-être différemment aujourd'hui et il y a 30 ans, ou aujourd'hui et dans 10 ans. L'idée, c'est évidemment d'accompagner les associations sur le chemin de ces transformations, même si c'est elles qui les vivent, et même si c'est elles qui doivent y faire face. Et notre idée, c'est évidemment d'essayer de vous accompagner pour permettre de vous développer et de mieux réaliser vos missions, les missions que vous vous êtes choisies, qui ne vous ont pas été assignées. Encore une fois, c'est une loi de liberté qui vous gouverne. Alors, je voudrais vous faire part d'un certain nombre de décisions que nous avons prises et qui seront effectives dès l'année prochaine, parce qu'elles vous concernent directement. Et puis surtout, je voudrais vous décrire le processus de réflexion que nous voulons engager avec vous, le processus de co-construction qui doit nous permettre d'aboutir
à de nouvelles propositions à l'horizon du printemps prochain. Concernant les mesures d'accompagnement déjà prises, je ne vais pas les citer toutes dans leur intégralité, mais enfin, je voudrais revenir sur les principales, notamment en commençant par les mesures d'ordre financier, mais en indiquant, avant de parler des mesures d'ordre financier, que ça m'agace un peu de commencer à parler, enfin de commencer à aborder le sujet par l'argent. Alors je ne méconnais pas son importance, croyez-moi, je ne méconnais pas les contraintes qui pèsent sur nous, ni non plus d'ailleurs les contraintes qui pèsent sur vous. Elles sont réelles. Vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de stabilité dans vos ressources. Et je sais, vous l'avez dit, je l'ai entendu, contrairement à ce qu'on pense, quand on devient membre du gouvernement, on n'oublie pas sa vie passée. Je pense que si on disait ça à Nicolas Hulot, il s'énerverait. Je pense que si on disait ça à Jean-Michel Blanquer, il s'énerverait. Et croyez-moi, quand on me dit ça, ça m'énerve. Donc on n'oublie pas sa vie passée. On n'oublie pas qu'on a été soit membre d'associations, soit au contact d'associations. Vous voyez, le décret de nomination au gouvernement ne vous fait pas totalement oublier vos repères. Livre ancienne. Et en général, voilà, c'est ça. Quand vous les oubliez, ça vous rattrape. Donc voilà. Toi aussi. Ah, c'est ça. Donc je sais bien qu'un certain nombre de réformes ont suscité de l'inquiétude. Je voudrais commencer par rappeler le sens des mesures que nous avons prises et en quoi elles peuvent soutenir votre développement. D'abord dire que, même si c'est curieux de compter comme ça, dans un contexte dont vous savez ce qu'il est et qu'il est extrêmement tendu, et que je ne fais pas porter sur un ministère, moi j'ai pas le luxe de dire le problème c'est les autres. Moi je suis comptable d'une politique gouvernementale globale. Ah oui, et je l'assume d'ailleurs. Je suis comptable d'une politique qui doit à la fois permettre aux associations de se développer, aux collectivités territoriales de remplir leurs missions, à l'État régalien de répondre aux missions que lui seul peut remplir, aux besoins d'équipement, à toutes les missions qui ont toute une légitimité, et en même temps, pardon pour l'expression, je suis comptable du respect d'un certain nombre d'équilibres sur lesquels la France s'est engagée. Et je ne peux pas dire que c'est les autres, ou que c'est Bercy. C'est trop facile. Bercy, c'est une contrainte, mais cette contrainte, elle est du même ordre que d'autres contraintes. Elle n'est pas plus importante, moins importante, elle existe, elle est légitime, et on ne peut pas se défausser sur elle. Et je ne me défausse pas sur elle. Parce que je suis obligé de tenir des équilibres. C'est pas simple, mais c'est comme ça. Et donc, nous avons décidé d'augmenter les crédits en faveur du secteur associatif de près de 10%. Ils atteindront 67,6 millions en 2018. Encore une fois, ce chiffre, il est à la fois réel, documenté, public, voté, et en même temps, que dit-il ? Que dit-il ? 67,6 millions d'euros. Pas grand-chose. Morcelé qu'il est entre diverses associations, entre diverses actions, recoupé qu'il est avec les financements des collectivités territoriales dans ce qu'il est convenu d'appeler les aides publiques, mais qui constituent une masse bien supérieure. Néanmoins, s'agissant de l'engagement du gouvernement, les choses sont claires, les crédits en faveur du secteur associatif augmenteront de près de 10%. Par ailleurs, nous allons aussi, et ça correspond évidemment à un engagement qui avait été pris, promouvoir l'engagement des jeunes et notamment les crédits consacrés au service civique. Ce sont d'ailleurs les associations qui accueillent la majorité des volontaires qui s'engagent dans le cadre du service civique. Ces crédits, ces effectifs ont augmenté de 16% sur l'année prochaine. 150 000 services civiques seront ainsi financés au cours de l'année 2018. Concernant l'évolution du dispositif des contrats aidés, dont je sais que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça constitue un sujet de préoccupation pour vous. Je rappelle que, d'abord, je prends le point que vous avez évoqué, monsieur. Des gouvernements précédents, il ne m'appartient pas de me prononcer, en tout cas je ne le ferai pas ici, sur le bien fondé de telle ou telle décision, mais ont choisi de recourir massivement aux contrats aidés. Et c'est un choix qui était un choix gouvernemental, public, assumé, expliqué, et qui vous a d'une certaine façon engagé. C'était un choix qui était massif en 2016. Pour plein de raisons, sans doute parce que c'était nécessaire de le faire en 2016 de façon très massive.
et très très massif dans les 4 premiers mois de 2017 aussi. Sans doute parce que c'était indispensable de le faire dans les 4 premiers mois de 2017. Bon. Mais c'était un choix. Et l'État, je vous en parlais, est allé voir les associations et les collectivités territoriales en disant « prenez-en ». Donc je ne viendrai pas vous dire que vous avez eu tort d'en prendre. Je ne viendrai pas vous dire que c'était une mauvaise idée de répondre à l'appel de l'État. Je l'ai d'ailleurs jamais dit. Jamais. Et je sais très bien d'où vient ces... Bon. Mais une fois qu'on a reconnu ça, on peut aussi s'interroger sur l'efficacité de l'instrument et sur le coût de l'instrument. On a tout aussi... C'est même nécessaire de s'interroger sur l'efficacité de l'instrument et sur le coût de l'instrument. Ce que nous avons fait. Et nous avons considéré que l'efficacité de l'instrument était relative et que le coût était important. Et que l'efficacité rapportée au coût, ce qui n'est pas simplement l'effet d'une vision comptable à la Bercy dénoncée par vous, monsieur, mais qui est aussi un réflexe sain, n'était pas toujours probant. Et donc, contrairement à ce qui a été indiqué, nous n'avons pas décidé de supprimer les contrats aidés. Nous avons décidé, certes, d'en réduire le nombre, d'en spécialiser les thématiques et d'essayer de faire en sorte, à l'avenir, qu'elles soient systématiquement associées à une formation et à de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que lorsque les contrats aidés fonctionnent, et il leur arrive de fonctionner bien entendu, c'est qu'ils sont justement marqués par une volonté d'accompagnement et de formation. Donc on recentre les contrats aidés, on en fera 200 000 l'année prochaine, il en avait été voté 280 000 en 2016 pour l'année 2017, accessoirement il y en a eu 320 000 de fait en 2017, on en vote 200 000 et on les spécialise, s'agissant des collectivités publiques, pour les communes rurales et pas pour les grandes villes, pas pour les grandes communes. S'agissant de l'outre-mer, parce qu'en outre-mer, ça répond très souvent à une logique propre et on considère qu'il faut préserver cette logique. S'agissant des associations qui interviennent sur des besoins que nous jugeons prioritaires, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas des besoins, mais après tout, en matière d'action publique, il faut pouvoir définir des priorités, secteur que constitue l'urgence sociale et sanitaire et l'accompagnement du handicap en milieu scolaire. Et nous allons remplacer ces contrats, nous ne les supprimons pas, mais nous allons remplacer les contrats qui existaient auparavant par 2 dispositifs. D'abord, renforcer, et pas un peu, la formation et l'insertion des personnels et des personnes les moins qualifiées, dans le cadre du grand plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros qui a été décidé pour le quinquennat. Ce qui est massif. Si vous le rapportez aux engagements pris en matière de contrat, c'est évidemment massif. Et puis ensuite, on veut frapper fort en favorisant, dans toute la mesure du possible, des mesures qui permettront la création d'emplois durables dans les associations. D'emplois durables dans les associations. Pour les exercices 2018 et 2019, c'est le maintien du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, le CITS. Un certain nombre d'entre vous, j'étais ce matin dans une association qui doit être représentée ici, qui s'appelle Aurore, à Ville d'Avray, pour voir des mécanismes intéressants d'accueil dans l'hébergement d'urgence. Ce crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, ça représente évidemment un gain pour l'employeur d'environ 500 millions d'euros. Pas pour Aurore, hein. Pour l'ensemble des associations. 500 millions d'euros qui bénéficiera à 170 000 associations. Non, je suis désolé, hein, Monsieur le Président, mais c'est pas tout pour vous. À partir du 1er janvier 2019, et ça se cumulera entre le 1er janvier 2019, la mesure CITS que je viens d'évoquer et celle que je vais évoquer maintenant, nous allons, justement pour garantir plus de stabilité et plus de pérennité, basculer d'un système de crédit d'impôt qui est par définition contingent à un système de diminution des charges sociales qui sera, lui, notamment des cotisations patronales, qui sera, lui, pérenne, comme on dit, c'est-à-dire durable et permanent. Pour les associations employeurs,
c'est une économie de 1,4 milliard d'euros. Je prends un exemple, une association de 10 salariés dont 8 sont rémunérés au SMIC économisera 18 500 euros par an. Une association de 50 salariés dont 30 au SMIC, c'est une économie de 92 000 euros par an. Il y a des associations qui emploient beaucoup plus de salariés, bien entendu. Et évidemment, pour elles, le gain sera beaucoup plus grand. Alors je sais très bien qu'une fois qu'on a dit ça, les associations se retournent en disant, enfin elles ne se retournent pas d'ailleurs, elles sont en face, et elles nous disent, ah oui mais c'est très bien, sauf que si vous faites ça, nos subventions vont baisser. D'accord, mais commençons par faire ça. Et ensuite, discutons associations et financeurs publics. Quand je dis financeurs publics, ce sera autant les collectivités territoriales que l'État, parce qu'ils participent beaucoup, les collectivités territoriales aussi, au financement des associations qui bénéficient d'un financement public, pour regarder quel est l'impact de cette baisse du coût et comment est-ce qu'on peut éventuellement continuer à travailler, réduire une subvention, mais pas à la hauteur de la demande. Bref. Tout ça exigera des discussions, et de toute façon, elles auront lieu. Mais reconnaissez avec moi que faire en sorte de redonner aux associations employeurs 1,4 milliard d'euros en coût du travail, c'est tout sauf négligeable. C'est absolument tout sauf négligeable. Enfin, pour les petites associations de moins de 10 salariés, qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, ainsi que pour toutes les associations fragiles, nous avons décidé le 2 novembre dernier, à l'occasion du débat à l'Assemblée nationale, un financement supplémentaire de 25 millions d'euros. Alors, celui-là, il est tout à fait dirigé vers ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent, qui étaient parfois de grandes associations, ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent de la réserve parlementaire. On sait que la discussion sur la suppression de la réserve parlementaire, approuvée par la majorité des Français, a ensuite été suscité des angoisses parce qu'une partie de cette réserve parlementaire bénéficiait à des associations, parfois des toutes petites associations qui touchaient 2 000 euros de subvention, bien loin de n'importe quel autre type de financement public. Mais parfois, c'était des grandes associations qui touchaient aussi un peu de réserve parlementaire comme ça. Ce crédit supplémentaire de 25 millions d'euros, il a vocation justement à répondre à cette angoisse, puisqu'il sera dirigé vers les associations soit les plus fragiles, soit les plus petites. Bref, ce financement supplémentaire, c'est quand même le signal de l'élan qu'on veut donner. C'est quand même l'idée que nous allons appuyer et continuer à appuyer les associations pour qu'elles puissent transformer leur modèle économique quand c'est nécessaire, continuer à se développer quand elles le souhaitent. Bon, mais enfin, la relation qui nous unit, ça n'est pas simplement cette seule dimension financière, même si elle est importante. Il y a donc des mesures qui relèvent d'une autre logique. C'est la logique, alors je dis les mots et je les dis avec prudence parce que je ne suis pas sûr d'être un grand partisan de ce vocabulaire, en tout cas d'être un grand adepte de ce vocabulaire. Il existe, je l'utilise volontiers, je ne suis pas sûr que ce soit le mien. On veut mettre en place quelque chose qui relève de l'accélérateur d'innovation sociale. Le président de la République qui a évoqué cet accélérateur d'innovation sociale. L'idée est assez simple. Ici, c'est ça, fondamentalement. Comment est-ce qu'on fait pour que les contacts se nouent et que les bonnes pratiques se diffusent? Comment est-ce qu'on fait pour identifier ce qui fonctionne bien et qui peut être reproduit, sachant que tout ne peut pas être reproduit? Parce que bien souvent, ce qui fonctionne dans une association dépend de quelqu'un. Et le quelqu'un en question, parce qu'il est un individu, n'est pas forcément reproductible. Et on a tous des exemples, en tout cas moi j'en ai un paquet, d'initiatives. Je me souviens quand j'étais maire du Havre, j'avais une association au nord du Havre, quartier du Mont-Gaillard, qui fonctionnait du feu de Dieu, vraiment extraordinaire. On a essayé de la reproduire dans le sud du Havre, pas à 3000 km, dans le sud, hein, en ville basse comme on dit. Ben, ça n'a jamais marché. Pourtant c'était la même structure. Pourtant, mais il n'y avait pas la personne qui faisait que, imbriquée dans son écosystème, elle était capable de produire le même lien, le même service, et on le sait tous, vous le savez tous ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diffuser les bonnes pratiques, ça veut dire que diffuser les bonnes pratiques, c'est pas si simple. Et c'est pas simplement une question de reproduction des structures, c'est une question de formation, c'est une question d'identification, d'accompagnement. Et bref, ça exige un effort particulier de mise en contact. Et c'est ça l'idée de cet accélérateur d'innovation sociale.
Et c'est sur quoi on voudrait travailler en sélectionnant des structures, une dizaine de l'économie sociale et solidaire, dont nous considérons qu'elles ont un très fort potentiel, et essayer de faire en sorte que leur innovation puisse être diffusée et reproduite. Je prends un exemple, peut-être qu'il a été donné auparavant, mais qui me semble intéressant. Les travailleurs sociaux aujourd'hui consacrent une bonne partie de leur temps, certains disent 20%, je ne me hasarderai pas à le quantifier, mais une bonne partie de leur temps à la reconstitution des droits sociaux de ceux dont ils s'occupent. Parfois, c'est plus que 20%. Reconstitution des droits sociaux, par exemple, d'une personne sans domicile fixe, lesquels peuvent, ça leur arrive régulièrement, perdre leurs papiers, ne pas les avoir. Des associations ont innové en mettant en place des dispositifs qui, grâce à des téléphones portables, permettent de mettre dans des coffres-forts numériques les papiers qui sont ensuite consultables par les associations qui interviennent et qui permettent d'éviter ce temps passé à la reconstitution de la documentation et à la reconstitution. Bonne pratique, probablement reproductible, probablement généralisable. Comment est-ce qu'on peut travailler à ça? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de lui donner tous les sorts qu'elle mérite? Donc ça, c'est aider. Ensuite, reconnaître. Notre idée, c'est de mettre en place, au 1er janvier de l'année qui vient, 2018, un compte d'engagement citoyen. Là encore, méfions-nous des usines à gaz, mais néanmoins l'idée est bonne. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans ce qui existe déjà, le compte personnel d'activité, des droits à la formation issus de l'engagement citoyen, issus de l'engagement associatif, et donc issus de l'engagement bénévole. Parce qu'après tout, l'engagement bénévole, il peut, autant que l'activité salariée, ouvrir des droits à la formation, et il peut, autant que l'activité salariée, exiger ou impliquer un besoin de formation. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer dans cet instrument de droit commun qui est le compte personnel d'activité, un compte d'engagement citoyen. Ça, c'est pour les mesures de court terme. Sur le moyen et sur le long terme, l'idée, comme l'a probablement dit Nicolas et comme l'a probablement dit Jean-Michel, c'est d'essayer de lancer un processus de travail participatif avec vous et avec les partenaires de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de construire dans toute la mesure du possible une stratégie de développement de la vie associative. C'est poursuivre et amplifier la démarche entreprise par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, sous la double impulsion des ministres, en mettant en place 2 groupes de travail. Ils ont été mis en place, d'ailleurs, je dis ça, ils ont été mis en place, l'un sur l'innovation sociale, l'autre sur la stratégie de développement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être pourrait-on faire en sorte qu'un 3e groupe réfléchisse aux façons d'encourager plus encore nos citoyens à s'engager dans le bénévolat. Moi, j'ai été très frappé par les exercices que nous réalisions. Je suis désolé, je vous parle beaucoup du Havre, mais enfin, après tout, autant partir de la réalité qu'on connaît. J'ai été très frappé par les grandes interrogations. Vous avez des associations qui ont besoin d'engagement de bénévoles et vous avez des gens qui souhaitent s'engager mais qui ne savent pas comment faire. Et la rencontre n'est pas toujours simple. Et la compréhension de ce que c'est que l'engagement bénévole n'est pas toujours simple. Et donc, il faut essayer de faire en sorte de pouvoir expliquer, de pouvoir accompagner, de pouvoir faire se rencontrer. On peut imaginer évidemment plein d'instruments numériques, mais je ne suis pas sûr que quelque chose en la matière remplace aussi bien, puisse remplacer le contact humain. En tout état de cause, il faut qu'on réfléchisse à ces façons d'encourager nos concitoyens à s'engager dans le bénévolat. Sur l'ensemble de ces sujets, nous attendons vos propositions. Je pense qu'elles seront nombreuses. Je suis d'or qu'il y aura un bon travail de synthèse à faire. Et à la suite de quoi, une fois qu'on les aura reçus, le Haut Conseil de la vie associative proposera une stratégie, un plan d'action pour l'année 2018. Enfin, pour les années suivantes, pardon. De notre côté, nous pensons que, peut-être un peu sur le modèle de ce qui s'est passé cette semaine, on pourrait instaurer une semaine nationale de l'engagement pour essayer de mettre l'accent sur ce que ça veut dire et sur combien c'est nécessaire. Nous allons confier au secrétaire d'État en charge du numérique, ainsi que monsieur le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, une mission de développement des plateformes numériques afin de favoriser les nouveaux usages en matière d'engagement. Et puis, on va essayer de travailler à l'élaboration d'un nouveau contrat fondé sur le renforcement du dialogue entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs du monde associatif. Et là,
Vous savez qu'en juillet 2001, vous vous souvenez peut-être qu'en juillet 2001, avant de travailler à la rencontre que nous avons aujourd'hui, ça m'avait échappé, je ne vous le cache pas. En tout cas, je l'avais oublié. Mais en juillet 2001, à l'occasion du centenaire de la loi de 1901, une charte d'engagement réciproque a été signée entre l'État et les associations. Elle a été renouvelée en 2014. On peut sans doute l'améliorer. Je me permets simplement d'indiquer que, par nature, je suis conscient des limites des engagements à portée très institutionnelle en matière d'action collective et publique. Il en faut, c'est indispensable, donc je ne nie pas l'utilité de ces chartes et de ces engagements, mais il n'y a rien de pire que de penser que parce qu'on les a signés, tout est réglé. Bref, j'ai cité tout à l'heure Waldeck-Rousseau, je voudrais maintenant citer Léon Bourgeois, qui est une des grandes figures de la Troisième République, qui disait, la formule est belle, je la cite, « L'association, c'est l'apprentissage de la vie sociale, c'est faire sur un petit espace, dans un petit domaine, l'image réduite, visible pour quelques-uns, de ce que doit être la grande société humaine. » C'est assez beau comme définition. Mais c'est une belle formule qui dit bien ce qui se passe dans l'action collective ou dans l'animation collective de l'association. L'incarnation de ce qu'est une société, de ses liens de solidarité, de sa liberté d'engagement, de cette forme de fraternité qui existe lorsqu'on fait quelque chose ensemble, dans le même sens. C'est une petite société et une petite société humaine. Et ben notre objectif, c'est de vous aider à faire vivre cet apprentissage ou cette incarnation de la grande société humaine et à faire grandir le petit espace dont parlait Léon Bourgeois dans une république qui a forcément besoin, elle, d'être grande et de viser à la grandeur. C'est de faire en sorte que les associations se développent sans être dépendantes de l'État. Et je voudrais insister là-dessus. Nous savons, Nicolas, Jean-Michel, moi-même, nous savons que l'action publique ne peut plus et ne pourra plus se passer de vous. C'est un fait. C'est d'ailleurs, assumons-le, c'est très bien. Tant mieux. Mais il ne faut pas que le développement de la vie associative, je ne parle pas de telle ou telle association, mais le développement de la vie associative dépende de l'État. Car encore une fois, c'est une loi de liberté. C'est le même engagement que l'engagement politique, mais ce n'est pas un engagement identique. Et il ne peut pas dépendre exclusivement de l'État. Ce serait un contresens sur ce qu'est la loi de 1901. Ce serait un contresens sur ce qu'est l'engagement associatif. Et en disant ça, je ne vous dis pas que... Je vous dis ça à la fin d'une intervention où j'ai essayé d'indiquer combien nous étions favorables à l'engagement et combien nous allions consacrer de moyens au soutien aux associations. Voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà, je crois, pourquoi vous pouvez considérer que même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, même si nous n'irons pas toujours au rythme que vous attendez, nous serons toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Bien, je vous propose